écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonsoir, bienvenue à tous sur le podcast Histoire de Radio Ma'arif. Quoi de plus logique pour Radio Ma'arif que de consacrer un de nos podcasts Histoire à la ville de Casablanca. Casablanca a une texture spéciale, une densité spéciale, une culture spéciale, et évidemment une histoire spéciale. Pour en parler avec nous aujourd'hui, on a convoqué Abdelrahim Qassou, qui est non seulement architecte, mais membre de la commission culturelle de l'Ordre des architectes, qui est anthropologue aussi, et qui est ancien président de Casa Mémoire. Abdelrahim, bienvenue à toi. Merci à toute l'équipe, merci Reda. Alors, raconte-nous un peu Casablanca, c'est quoi ? Casablanca est une ville étonnante, elle est une ville passionnante parce que c'est une ville qu'on traduit par une ville de l'énergie, par une ville qui représente un peu beaucoup pour le Maroc urbain, le Maroc moderne du XXe siècle. C'est la ville de la générosité, c'est la ville qui permet à tout le monde d'être ici et d'être ailleurs en même temps, c'est la ville des migrations, c'est la New York d'Afrique du Nord en quelque sorte. C'est une ville qui donne à tout le monde ses chances, qui s'en fout d'où on est d'origine. À Casablanca, tu lui dis d'où tu es, il va dire Casablanca, d'où tu es, il va dire Oujdi ou la Marrakchi. Donc elle permet, elle est double pas, identité. Double identité. De ce fait-là, elle a un côté dur, mais elle a un côté généreux. C'est par le travail, donc c'est du coup par le business qu'on réussit. Et du coup, en quelque sorte, peu importe, c'est une ville où les maires de la ville n'ont jamais été nécessairement originaires de la ville même. C'est inimaginable à Tétouan ou à Rabat, au hasard. C'est une ville qui a l'image d'une ville récente, ce qui est pas complètement faux, mais c'est une ville passionnante parce que c'est une histoire très particulière, une histoire de beaucoup de destruction, de démolition, une histoire relativement dramatique, mais en même temps, une ville qui a toujours réussi à renaître, et du coup, une espèce d'énergie qui se dégage, c'est-à-dire une espèce de foi en l'avenir qui est juste exceptionnelle dans cette ville. On n'arrête pas de la casser, et finalement, elle est toujours, on sourit, on rigole, on vit tous les jours, et on a une espèce de foi en le lendemain qui est assez étonnante, assez surréaliste finalement, assez inexpliquée. C'est une ville où il n'y a pas de traces anciennes, mais où il y a beaucoup d'histoire. C'est une ville qui n'a pas de traces anciennes parce qu'elle a été démolie par un tremblement de terre, peu de gens le savent, au XVIIIe siècle, en 1755. Un grand tremblement de terre qui a ravagé toute la côte atlantique jusqu'à Lisbonne d'ailleurs, le fameux tremblement de terre de Lisbonne, a ravagé la ville de Casa. Donc il y avait une ville avant Casa. Léon l'Africain a visité la ville après cette période historique, a raconté les ruines de Casa. Donc il nous donne une idée de la taille, mais il n'a pas vu la ville vivante, il a vu la ville déjà dévastée. Et donc du coup, les traces les plus anciennes, les plus anciennes encore debout, c'est des décisions de l'État central de l'époque. Donc c'est de Mohamed Ben Abdallah, donc Mohamed III, qui a décidé de reconstruire la ville de Casa. Pas seulement Casa, pas seulement Dalbeda, mais également un certain nombre de villes le long de la côte pour protéger la côte des attaques espagnoles et portugaises en l'occurrence. Donc il va venir armer la ville et donc construire Scala, qu'on connaît maintenant, qui date de 1770-71, qui va construire Jamal Kbir, qui va construire Dal Mkhzen, qui est la maison du Pacha, qui va construire Hammam, qui va construire les murailles et qui va surtout peupler la ville. On parle d'une ville dévastée par le tremblement de terre 20 ans avant. Et donc déjà la ville d'immigration, il va amener des tribus de Haha, de Chichawa, d'ailleurs du Maroc, d'ailleurs musulmans et juifs. Chaouia également. Chaouia étant en partie démolie d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de regroupements sur la ville. Il faut également garder en tête qu'il voulait contrôler le territoire, donc c'était pas forcément intéressant pour lui d'amener des gens qui avaient des connexions dans les tribus proches, parce que dans tout système de pouvoir, on a besoin d'avoir des gens fidèles, placés dans des garnisons, c'est des armées, c'est des gens une population qu'on va armer. Donc pour un sultan armer des tribus aussi puissantes qu'il y avait à l'époque n'était pas forcément très, très malin. Ce qui est intéressant, quand il y a eu la restauration des murailles de Casa, dans l'ancienne Médina, il y a 5-6 ans maintenant, on a trouvé des traces de construction différentes dans ces murs, ce qui est assez rare d'ailleurs, parce que les murs ont été construits par l'ensemble des tribus, chacun construisait selon la manière de se faire, en pierre ou en terre ou en pisé, et on trouve une espèce de
d'échantillons dans la muraille, alors que les murailles de toutes les villes du Maroc sont construites par une seule technique, qui est la technique du coin, que ce soit en pierre ou en terre ou la... C'est une compilation. Une espèce de showroom des techniques de construction de l'époque. Donc on parle d'espèce de ville qui renaît. Et encore une fois, quand on regarde cette ville, qui redémarre à chaque fois, si on recule un petit peu, encore au XIIIe, XIVe siècle, encore une ville qui existait, parce qu'il y a des traces dans les récits historiques. Il y avait quelques repères, quelques corsaires un peu turbulents. On parle des corsaires de Salé, qui effectivement, il y avait une vraie histoire de piraterie, mais également à Casablanca, à Anfa, qui taquinait du portugais, qui passait au large. Et à un moment donné, les Portugais en ont eu marre, ont organisé une expédition punitive commandée par le frère du roi du Portugal, donc c'est pas rien, avec une flotte, une des plus importantes de l'époque, on parle du XVe siècle, de 1468 en particulier, qui vient démolir les murailles, démolir la ville et punir les Casablancais, évidemment on les appelait pas comme ça à l'époque, de leur zèle et du fait qu'ils soient turbulents dans la côte. Et donc une démolition de la ville Cette fois par bombardement. Par bombardement et attaque terrestre, et débarquement, attaque terrestre et démolition physique de l'espace. Et donc on a une espèce de ville, encore une fois, qui démolit, qui repart en quelque sorte. On parle de Anfa comme étant le lieu des Barouata, qui sont cet émirat qui a existé dans cette région-là entre le 8e et le 11e siècle. C'est un petit peu connu, mais encore pas tant que ça, parce que c'est un émirat qui était indépendant, qui était khariji, non, musulman, mais khariji, donc qui suivait pas la doctrine officielle de l'époque, qui commandait un territoire qui allait du Rabat actuel à Jdida actuel, donc c'est quand même pas rien, et qui avait un certain nombre de fonctionnements, on racontait même qu'il avait traduit le Coran en berbère, etc. Ça, il faut le prouver historiquement. Et c'est un État qui a, par exemple, participé à la conquête de l'Andalousie. Il y a notamment une grande bataille célèbre, la bataille de Rio Salado, dans le sud de l'Espagne, où un certain nombre de musulmans sont morts, notamment un prince de Anfa, qui s'appelait Tarif. Et la ville de Tarifa, en Espagne, bien connue, serait attribuée, parce que cette bataille a lieu pas loin, serait attribuée à ce prince mort dans cette bataille-là. Donc on a des connexions avec des lieux qu'on connaît, etc., mais qui ont un lieu avec l'histoire de l'époque. Et donc cet émirat a été détruit par les Almoravides dans leur conquête du Maroc. Donc on parle du XIe siècle à peu près. Et comme l'histoire est écrite par les gagnants en général, ils ont disparu. Très très peu de récits, si ce n'est comme un récit de perdant. On n'a pas raconté les Baouata comme qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont construit, qu'est-ce qu'ils ont laissé, comment ils vivaient, d'où ils venaient, etc. On savait qu'ils étaient berbères de Tiyine, mais on n'avait pas beaucoup d'éléments sur l'histoire de cette période-là. Cette histoire de relation avec la terre, avec la côte, on est dans une côte très, très dure quand même sur la Casablanca, ce qui explique que dans un pays où nous avons une culture plutôt interland, plutôt de paysans, dans un pays, le Maroc, où le pays était quand même structuré autour des grosses villes qui sont Fès, Meknès, Rabat, etc. Le pays a toujours tourné le dos à la mer parce que c'est l'Atlantique. C'est pas si simple de naviguer parce que nous n'avons pas le pied marin, parce que pendant 2-3 siècles, l'ennemi venait de la mer, donc le portugais et l'espagnol venaient de la mer, qui était l'ennemi européen avec lequel on a le plus de relations, on va dire, dans le sens bien ou mal. Et donc on tourne toujours le dos à la mer. Et en particulier, la côte de Casablanca est une côte plutôt compliquée, plutôt rocheuse, plutôt hostile. Cette côte rocheuse est très intéressante pour les géologues, parce que quand on regarde l'histoire de la Terre, on peut la lire dans l'histoire de cette roche-là, cette côte rocheuse. Quand les travaux du port ont été réalisés, du grand port de Casablanca, à partir de 1907-8 jusqu'à 1910, on a dû creuser des carrières. Carrière Schneider, carrière Wolfa, etc. Et donc, c'est Abdelrahman. Et donc, quand on a creusé ces carrières-là, on a dégagé une espèce de millefeuille, qui est une espèce de stratigraphie de l'histoire géologique de la Terre sur 6 millions d'années. Donc on est assis, là, au moment où on parle, sur une espèce de couche où les géologues du monde entier arrivent à lire la Terre à partir des effleurements de la côte jusqu'au plateau d'El Nouassa. On a une série de couches qui racontent l'évolution de la Terre qui sont super bien conservées. Notamment des couches qui ont pris des noms locaux comme le Ma'arifia, nous sommes au Ma'arif, qui est une couche géologique identifiée et étudiée scientifiquement parce que c'est une datation de la Terre qui a été identifié pour la première fois ici par des géologues au Maroc. Donc on a une espèce d'histoire qu'on lit dans le sol, mais également une histoire qui a été permise parce qu'on a construit un port. On n'aurait jamais forcément connu cette histoire-là si on n'avait pas construit ce port. Les travaux de carrière pour le port ont permis aussi de découvrir des traces d'animaux, des traces de faune, de 2 millions d'années Flisesfa, de 2,5 millions d'années Carrière Thomas. Donc un certain nombre de sites. Quel type d'animaux? Alors on parle même il y a rhinocéros, ours, pingouins,
Après, c'est des animaux préhistoriques particuliers. Le tigre aux dents de sabre. De Raon, c'est ça? Oui, non, il a existé à Casablanca. Il a existé, mais surtout en tout cas, une vraie diversité de la faune d'Afrique du Nord est représentée dans ce secteur-là. Il y a des écrits sur c'est moi forcément pas assez connu, mais il y a beaucoup d'archéologues et de paléontologues, préhistoriens marocains qui ont travaillé sur le sujet, pas seulement marocains, mais notamment marocains, qui connaissent très très bien le sujet, qui peuvent en parler évidemment beaucoup mieux que moi. Ah, attends, excuse-moi, tu viens de nous lancer tranquillement au coin d'un podcast qu'il y avait des pingouins à Casablanca. Il y a des pingouins. Non, mais c'est sérieux. Quoi, il faisait froid ou c'était d'autres pingouins? C'était des pingouins d'eau chaude. On est en train de parler d'une période dont on parle sur quelques minutes, mais on est en train de parler d'une période entre 2,5 millions d'années ou 3 millions d'années à 600 000 ans. Donc on parle quand même d'une période historique très très longue où la Terre a eu le temps d'évoluer. Et on est en train de parler quand même d'une période où l'apparition de l'humain. Et vraiment, c'est le dernier quart d'heure, le dernier 10 minutes. La Terre a eu le temps d'évoluer pour laisser l'humain apparaître. Ce qui est intéressant, c'est que ces lieux-là, si on parle de Sidi Moumen maintenant, on va penser peut-être au lieu d'origine des terroristes, ou là à certains élus de la ville, ou alors au film de Nabil Ayouch, ou le livre de Mahibi Mine, etc. Mais quand on dit aux historiens Sidi Moumen, on va penser au site archéologique qui est un des plus anciens au monde, et je pèse mes mots, au monde, pour les traces de la diversité des faunes en Afrique du Nord. Il y a également des traces humaines découvertes de la période acheulienne. Acheulienne, c'est entre 1 million d'années et 600 000 ans, 500 000 ans. On a des traces de mâchoires, de mandibules, d'incisifs, donc de dents, des traces de crâne un peu plus récentes, c'est 200-300 000 ans. Donc on a des traces humaines qui sont, en tout cas à ma connaissance, les plus anciennes d'Afrique du Nord. Donc le plus vieux maghrébin est casablancais. Donc pour une ville récente, c'est plutôt pas mal comme palmarès. Donc on a cette découverte liée à des carrières, liée à l'histoire du port. Le port étant une construction rendue nécessaire par l'essor du commerce à Casablanca. L'essor du commerce étant lié à la présence évidemment d'Anfa dans une plaine très très riche. On parle de la plaine de la Thamsna, donc de la Chaouia maintenant, qui produit beaucoup de céréales, beaucoup de laine, etc. Et on a au 19e siècle, Maroc toujours indépendant, mais Maroc plutôt faible en termes d'État, mais toujours indépendant, un des derniers pays indépendants d'Afrique, donc suscitant beaucoup de convoitises de la part des grandes puissances européennes, mais on est en train de parler d'avant les accords d'Algésiras où les puissances se sont partagées ce qui restait d'Afrique. Donc on est en train de parler d'avant 1905, où le Maroc joue un peu la concurrence entre les États, il va un peu donner des accords à l'un, permettre des accords douaniers à l'autre, permettre l'installation de consulats aux uns et aux autres, etc., pour un peu jouer la montre, pour un peu retarder l'échéance de la colonisation. Et donc on a énormément de négociants européens qui viennent s'installer à Casa, dans la Médina en l'occurrence, parce qu'on est dans une Médina, on en a parlé, qui est reconstruite après un tremblement de terre, où il y a beaucoup de poches vides, il y a pas beaucoup de population à part ces populations peuplées, donc il y a encore beaucoup d'espace. On est proche du port. On a un vieux petit port qui est actuellement toujours à peu près visible en face du port de la Marine, Bab Massa, qui est cette porte qui donne sur la place Ahmed El-Bedawi. Donc c'est le port historique, on va dire, de la ville, qui est situé là où il y avait une darse portugaise, c'est-à-dire un port un peu historique et une escale portugaise. Donc, ces commerçants s'installent en Médina. En général, on a un entrepôt et habitent là. On parle de Génois, beaucoup de Génois. On parle d'Italiens, on parle de Français, etc. Et qui viennent un peu acheter des choses et les exporter par le port. On parle, par exemple, d'un certain Prosper Ferrieux, qui est un de ces commerçants qui vient s'installer pour acheter de la laine pour ses fabriques de textiles en France, qui vient s'installer dans les années 1840-1850. C'est le fameux Prosper qui a donné son nom à Bousbir, parce qu'il avait des terrains qui sont devenus le premier quartier réservé de Casa. Et avant qu'il y ait le Bousbir construit proche des Habous actuels, il y avait un Bousbir actuellement dans l'ancien Médina, qui est le quartier de prostitution de la ville, une espèce de prostitution. Et le Prosper Ferrieux était contre ce projet, parce qu'à un moment donné, il était élu municipal, etc., était plutôt contre ce projet. C'est paradoxalement son nom qui a été retenu pour le quartier Bousbir. Quartier Bousbir qui a été construit ensuite, à partir de 1920-25, dans la nouvelle Médina, qui est un peu l'extension de l'ancienne Médina. Pas l'extension, disons, la nouvelle Médina, c'est toute la zone des Habous, pour permettre de décongestionner l'ancienne Médina.
Donc cette période de 19e siècle, un peu, on est avant protectorat, mais on est quand même dans une zone où les présences européennes sont très importantes, où ça parle évidemment arabe, ça parle énormément espagnol, une grande présence espagnole. On a beaucoup de consulats, on a une douzaine de consulats installés dans Saint-Médina, mais on a également l'État qui joue ça. On a le Bachet Chazi qui donne un terrain aux Allemands pour construire leur consulat à Casablanca, dans la Médina. Et ce terrain, ce glorieux édifice est maintenant une école publique, l'école Omar Ben Abdelaziz, qui existe encore, où il y a des gosses qui étudient, etc., qui était l'ancien consulat allemand, place de Belgique. Sur l'ancien Médina, il y a un consulat brésilien, il y a un consulat italien, un consulat espagnol. Tous les bâtiments n'existent pas forcément toujours, mais l'histoire retient la présence et donc la multiplication des protections pour les citoyens marocains à qui on accorde des protections de anglais, français, etc., etc. Certains avantages. Et du coup, de fait, ils sont un peu soustraits à l'autorité du sultan de l'époque. On est dans cette période-là où on a ces tentatives. Comment s'appelle la ville à cette période-là? C'est déjà Casablanca, cette période-là. Donc pourquoi ce nom espagnol? Alors, le nom de... Traduit en arabe, ou arabe traduit en espagnol. Le nom historique, c'est Anfa. Le nom d'Anfa... Mais là, on parle de Casablanca. Le nom d'Anfa... D'Albreda. Pourquoi Alors, le nom d'Anfa, c'est un nom sur lequel les linguistes ne sont pas forcément d'accord. En amazigh, certains disent que ça veut dire un pic, un promontoire, un peu quelque chose qui émerge. D'autres disent que ça renvoie à la clarté. Et donc, le Anfa renvoie à une clarté. Et donc, le Dal-Beda serait une espèce de traduction ou de glissement de la maison claire ou la maison blanche. Ça, c'est une théorie. La deuxième théorie qui est plus courante, c'est une espèce de repère après destruction portugaise, donc on parle du 15e, 16e siècle, une maison blanche qui serait restée debout ou un mur, une ruine qui servait de repère aux bateaux qui continuaient évidemment à naviguer. Et donc Casablanca, le nom Casablanca avec un R en portugais et précède dans les textes Casablanca en espagnol. Donc on trouve Casablanca, donc Maison Blanche en portugais, comme étant un repère. Donc on la trouve déjà dès le XVIe siècle dans les textes d'historiographes. Ce nom existe. En même temps, après le nom existe aussi en même temps. Le passage au Dal-Beda, qu'on trouve déjà dans les textes du sultan un peu plus tard, on parle du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'est la transition. Est-ce que c'est une traduction? Est-ce que c'est le même processus où on a identifié un lieu par une maison blanche? Les historiographes parlent plutôt d'une traduction du terme des marins. Encore on parle d'un territoire très peu peuplé, pendant très longtemps très peu peuplé. Et quand il a été peuplé beaucoup par les commerçants, négociants, dont beaucoup étaient espagnols. Mais l'histoire du nom est quelque chose qui n'est pas clair. Et je ne sais pas s'il le sera un jour, disons, ça fait partie des choses sur lesquelles ça évolue. Pendant ce 19e siècle où il y a eu une grosse présence européenne, il y a évidemment l'ensemble des États qui négocient avec le sultan des accords douaniers avec les Anglais, un certain nombre d'accords pour avoir des avantages. On est dans la période business, d'économie. Donc la ville commence à prendre de l'importance, mais on parle d'une ville très peu peuplée, on parle de moins de 10 000 habitants, on parle vraiment de peu d'espace. L'État donc, accorde Algésiras, donc 1905, l'État signe, même si le terme État est un peu anachronique du terme État dans ce cas-là, mais en tout cas le Maroc signe un accord avec une entreprise pour la construction du port, laquelle entreprise commence à faire les travaux. Pour faire les travaux, va chercher du rocher de l'est de la ville, de la zone Roche-Noire, Ensba, etc. Il y avait des carrières importantes, qui s'appelaient évidemment pas encore comme ça. Il va construire un petit wagon, des rails pour pouvoir transporter les matériaux de construction. Ces rails traversant le cimetière Sébliout. Le cimetière Sébliout, c'est là où il y a actuellement, c'est là où, derrière le mausolée Sébliout actuel, c'est là où il y a l'ensemble des hôtels, là où il y avait vers la gare Casaport. Toutes ces zones-là, c'est des cimetières. Toutes ces zones d'hôtels, etc., construites sur le cimetière historique de la ville. La ville, pour l'imaginer, il faut imaginer une ville qui est un peu où la mer est au nord, où on a une espèce de ligne à peu près au niveau de boulevard Oufouel-Boigny, pour simplifier, une espèce de ligne qui descend, qui est l'Oued Bouskoura, qui arrivait à la mer à l'époque. Je schématise, parce qu'il n'est pas aussi vertical que ça. Et donc, en gros, à gauche ou à l'est, c'est une zone plutôt rocheuse, donc la zone Roche-Noire, Ensba, etc. Et à l'ouest, c'est une zone plutôt de verger, de verdure, donc c'est la zone, on est plus Bourgogne actuelle, Maïf, Anfa, etc. Et donc, on a la zone de la vie, entre guillemets, c'est là où est la Médina d'ailleurs, et l'ensemble des vergers, et la zone un peu plus sèche, en tout cas plus rocheuse. Ce Oued Bouskoura, qui maintenant a été enterré, a suscité beaucoup de ravages en termes d'inondations très très régulières.
On a beaucoup de photos anciennes où on voit des rues remplies d'eau et voilà. Il passait par où cette Oued Bouskoura? Oued Bouskoura, il y a la rue Bouskoura, rue de Oued Bouskoura qui existe encore. Il a été enterré, il passe par le centre-ville actuel. Il faut imaginer le boulevard Houphouët-Boigny. Oui, celui des bazars. Celui des bazars, il faut aller à travers Hassan II et aller il va jusqu'à Bouskoura. Donc il y avait un fleuve là. Il y avait un fleuve, le mot est trop grand, mais il y avait une petite rivière qui était beaucoup plus comme c'était une zone non aménagée, donc il y avait aux périodes des pluies, et ça s'inondait, ça sortait de son lit. Et quand c'était sec, par moments, c'était complètement sec en période de sécheresse. Mais il y avait beaucoup de bourgs, beaucoup de marécages, beaucoup de choses comme ça. On a eu des épidémies de maladies dans la région. C'était pas forcément. Encore une fois, on parle d'un espace qui n'a pas forcément une tradition urbaine. On n'est pas en train de parler d'une ville qui était... On n'est pas en train d'aller de Fès ou de Rabat ou de Tétouan. Pour être honnête, c'est une ville qui est sans doute passionnante par tout ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses, mais on parle, si on revient à cette période dont on parle, c'est-à-dire fin 19e et début 20e, on parle du Far West, on parle d'une période où les gens se baladaient armés. On parle d'une période où il y avait un essor économique, et où on récupérait tous les déserteurs, les anciens taulards, les mecs qui ont des choses à se reprocher en Europe, etc. Les gens qui veulent un peu faire de l'argent facile, pas que ça, mais beaucoup de ça. Et donc beaucoup de tavernes, beaucoup de bagarres, pas de police municipale, un État central incapable de mener l'ordre. Donc on est quand même dans cette période-là qui est extraordinaire, mais qui est quand même particulière. Et je pense que cet état d'esprit existe un peu dans le Casablanca actuel. Je pense qu'on serait d'accord pour dire que ce côté un peu frondeur, un peu turbulent, on peut le trouver chez certains supporters de foot par exemple. Je me retiens de te répondre, mais quand tu as parlé des pirates, il y en a toujours des gens qui se promènent armés. C'est pas les mêmes. Donc au moins eux ils sont fidèles à l'histoire. Sur la construction du port, donc c'est une entreprise de quel pays? Française. Ce sont des Français qui... C'est une compagnie française. Après, les employés, les ouvriers, et les ouvriers marocains, les ouvriers espagnols, les ouvriers italiens, les ouvriers français, enfin, c'est les ouvriers comme on prend les ouvriers du lieu, mais l'ingénierie est française, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a quelques tensions. On est en train de parler d'une période un peu tendue où on sent que le Maroc devient une colonie française, qu'il y a une histoire de jour ou de temps, c'est-à-dire il y a de la pression. Les accords avec Al Jazeera sont conclus, c'est-à-dire les autres pays ne se font plus de concurrence. L'Allemagne en échange a eu le Cameroun, l'Angleterre en échange a eu l'Angleterre, l'Espagne en échange, l'Égypte, pardon. L'Angleterre a eu l'Égypte, l'Espagne a eu le Nord et le surtout, exactement. Et donc il y avait beaucoup de pression, il y avait donc une tension sur la traversée de ces rails par le cimetière. C'est des travaux, c'est un non-respect des sépultures, quelques tombes qui ont été du coup ouvertes, des ossements déterrés, etc. Donc des bagarres entre ouvriers musulmans et non-musulmans. Quelques ouvriers européens sont tués dans des bagarres. Et donc l'armée française lève une armée à partir de Tanger pour venir venger, disons, le sang européen coulé et prétexte idéal pour occuper la ville. Donc le 30 juillet 1907, il y a une frégate, donc un bateau de guerre qui s'appelle le Galilée, qui vient devant la ville de Casa, qui bombarde la ville. Et il y a un débarquement militaire armé de la ville par la porte de la marine. Le Galilée, nom de ce bateau-là. Le capitaine Balland qui commandait un peu ce qui est un peu le premier soldat, on le voit dans des gravures de l'époque, de publications de l'époque, fièrement avec son fusil, sa baïonnette, etc., tuer de l'indigène. C'est très difficile de dire des chiffres, mais en tout cas beaucoup de morts côté localement. Et donc une occupation militaire de la ville. La ville est bombardée, occupée militairement par les Français et avec un bout d'armée espagnole. Et la ville est également occupée militairement dans toute une zone où il y a des corps militaires qui sont installés. Là où il y a à peu près l'agence urbaine, le parc de la Ligue arabe, etc., Rachidi, pour couper le lien avec les renforts venant de la plaine. Tous les tribus de la plaine, les Mdiona, les Ouled Haddo, etc., les empêcher d'arriver. Donc on a toutes ces zones-là. C'est des terrains qui sont restés militaires jusqu'à récemment. La caserne Eud, qui est la place Rachidi actuelle, a toujours gardé son nom de caserne Eud. Et donc les militaires... D'ailleurs, c'est à cette caserne qu'on doit le parc de la Ligue arabe. C'est à cette occupation de ces terrains-là qui a permis de sauver, de préserver une zone foncière dans une période où on est dans la ville en train de bétonner tout. Surtout on est dans une ville où on est en train de spéculer, de construire un peu partout dans tous les sens. Donc la ville est occupée, les militaires, c'est pour ça qu'une des hypothèses sur la fameuse rue Galilée, dans le quartier côtier, serait à attribuer le nom à ce bateau militaire et non aux scientifiques
fameux scientifique italien. Hypothèse plausible parce que beaucoup de noms de rues de l'époque sont des noms de militaires. Rue Capitaine Hilaire, commandant Provost dans la Médina, Général d'Amad qui est Hassan II, le boulevard Hassan II actuel, Général Drude, il y a beaucoup de noms de rues principales, Monnier, etc., qui sont des noms de militaires. Donc, dans cette logique, ce ne serait pas étonnant que ce soit lié plus au navire armé que au scientifique. Août 1907, donc la ville est occupée militairement. L'armée s'installe et on est en train donc quand on parle de protectorat au Maroc en 1912, c'est pas vrai pour Casablanca parce qu'on a déjà une organisation militaire, on va dire, administrativo-militaire qui commence à gérer la ville. On a les premiers services municipaux qui n'ont pas atteint 1912, qui sont dès 1910, ça s'appelait pas comme ça, mais une espèce de service qui se met en place pour gérer la ville, gérer la propreté, gérer la question de l'assainissement, gérer la sécurité, les espaces publics, les espaces verts. Le premier espace public, qui d'ailleurs s'appelait le jardin public, parce que c'était le premier, c'est l'actuel Assad Jortoni, qui est entre là où il y a Rex Café, etc., l'espèce de grand jardin, qui est un jardin colonial, entre guillemets, parce qu'il a été créé par l'armée française, qui est très beau jardin, mais qui est quelque chose, on a l'impression qu'il est ancien parce qu'il est dans la Médina, absolument pas. Devant ce jardin, il y a un grand mur, où il y a la caserne de la marine. Ce mur-là est intéressant parce que cette zone-là... La caserne actuelle de la marine. Actuelle de la marine. Mais le mur est ancien. Le mur, c'est 1892. Ce 1892-là, c'est Hassan Ier, sultan de l'époque, qui voyait bien que dans l'ancien Médina, déjà, il commençait à y avoir beaucoup de monde dans l'ancien Médina et commençait à y avoir un peu trop de mélange à son goût entre étrangers, marocains, européens. C'était un peu trop cosmopolite à son goût. Il voulait un peu créer une extension de la ville pour Européens. Et donc, il a construit cette muraille-là pour dire, voilà, les futures constructions vont se réaliser là. Et donc, c'est en allant vers quartier Kouba, vers la mosquée actuelle. On a un grand muraille. Hassan Ier, encore une fois. Mais sauf qu'il est mort avant d'avoir pu accomplir son projet. Et du coup, la ville est partie dans l'autre sens. Et donc, il y a eu pendant très longtemps que le mur et rien d'autre. Et donc, maintenant, il y a la caserne de la Marine Royale qui est à l'intérieur. On est dans cette ville-là, cette ville-là de 1908, 9, 10, donc on est avant le protectorat, donc une ville qui n'est pas encore, un protectorat pas encore signé, encore une fois, une ville pas encore structurée, mais en train de l'être, mais une ville où il y a un essor économique intéressant, et beaucoup de gens qui débarquent par le port de la Marine. Il y avait un café très connu qui s'appelle Café du Commerce, qui est derrière l'hôtel central actuel, en passant par rentrer par le port de la Marine, et la place Amiral Philibert, encore un nom d'un militaire, actuellement Mohamed Bedawi. L'hôtel central, et derrière, il y a une place qui s'appelle Place du Commerce encore maintenant. Il y avait le Café du Commerce, une espèce de grande terrasse où tu débarques, tu viens, tu cherches un logement, tu cherches du boulot, tu cherches un terrain, tu vends quelque chose. C'était un peu une espèce de bourse des valeurs, un peu de manière informelle, et où les terrains se vendaient et s'achetaient de table en table. Si tu achetais un terrain sur cette table-là et tu allais le vendre à la table à côté, 3 fois le prix. Donc, une espèce de spéculation de la ville, une espèce de tâche comme ça, on se vendait des terrains extramuros, un peu dans tous les sens. Ensuite, il y a eu les premières constructions un peu extramuros qui commençaient à se mettre un peu partout. L'UOT viendra après mettre de l'ordre dans tout ça, mais là, on est encore dans cette période jusqu'à 10-15, les premières études d'urbanisme sérieuses, on va dire. C'est 1912-13 avec un géomètre qui s'appelle Tardif qui va essayer un peu de structurer tout ça. Et ensuite, le plan Prost, 1915-1917, qui va commencer à structurer la ville. On commence à voir ces grandes structurations de la ville où il y a déjà beaucoup de coups partis. Mais il va essayer un peu de structurer tout ça. Et il va prendre la Médina comme centre, comme noyau. Et il va tracer des radiales, des espèces de rayons de routes vélo qui partent dans tous les sens et qui suivent en particulier quand il y en a les anciennes routes traditionnelles, Tarem Diouna, Tarjdida, etc., qui sont un peu des grands axes qu'on a maintenant, Chaeb Moumen, Anfa, etc. Et il vient un peu créer cette route vélo, cette ceinture qui est le boulevard Zartoni actuel, qui est le boulevard Foch de l'époque, qui va de la mer à la mer. C'était le périphérique de Casablanca. C'était un peu le périphérique, sachant que le Maarif est en dehors du périphérique, alors que c'est un quartier ancien, ouvrier ancien, qui date déjà des années 20, on commence à voir les premiers ouvriers qui s'installent. C'est un périphérique où il a pu structurer un peu l'espace. Mais Casablanca est une ville qui n'est pas faite par l'État, qui est faite beaucoup par le privé, par le business, donc quelque chose, et ça continue. Donc on a beaucoup de lotissements, d'initiatives privées, des gens qui vont venir acheter un grand terrain, le diviser et commencer à le vendre ou réaliser un projet. Un des plus connus, qui est fait d'ailleurs même avant 1912, il commence, même s'il a pris, qui s'est développé à partir de 15-16, c'est le quartier des Roches Noires à Casablanca, où on a un certain Eugène Landra, qui est garçon épicier, qui est commis d'épicier, qui va acheter un grand terrain pour
que dalle, pour rien, pas grand-chose. On imagine les prix. À l'époque, il va commencer à diviser, à créer des petites unités industrielles. Le terme est trop grand, des petites manufactures, des petites unités. Voilà, et c'est l'origine du quartier Roche-Noire, qui est un quartier d'initiative privée, de classe un peu moyenne, qui a accueilli énormément d'ouvriers italiens un peu plus tard, là on est plus à partir des années 20, on a beaucoup d'ouvriers italiens qui viennent débarquer. Est-ce que c'est lui qui construit cette mosquée, l'église de Roche-Noire? Parmi ses réalisations, d'ailleurs, l'avenue principale de Roche-Noire pendant très longtemps s'appelait avenue Eugène Landrat, et il a réalisé une église en hommage à sa mère. Gothique. Néo-gothique. Néo-gothique parce que le gothique, on n'est plus dans la période gothique. On est en 1500, ouais. Donc on est en néo-gothique, qui est une réplique libre, on va dire, de son village d'origine dans le sud-ouest français, et du nom de sa mère s'appelant Marguerite, c'est ça, l'église Sainte-Marguerite, que vous pouvez toujours voir. Qui est toujours là, qui est plutôt bien entretenue, bien préservée. Maintenant, c'est une mosquée qui est plutôt en bon état. Ce quartier est intéressant parce qu'il a un passé ouvrier populaire très, très intéressant. C'est un quartier qui a été structuré, beaucoup de classes moyennes, de contremaîtres, le chef d'atelier, etc. La présence étrangère à Casablanca, on a parlé de la présence française, le débarquement, mais également beaucoup de gens qui... tout le monde n'est pas forcément riche, même s'il y a évidemment une force de domination, ça, de manière indéniable. Mais il y a aussi des gens qui viennent juste pour se faire une vie, un avenir. Donc il y a aussi beaucoup de gens pauvres. On a aussi beaucoup de gens qui viennent, qui habitent pendant des mois et des années à l'hôtel, le temps de trouver une situation. L'hôtel Excelsior, par exemple, qui est en face de la Médina, qui existe toujours, qui a été construit en 1918, est le premier hôtel construit en dehors des murailles, qui accueillait beaucoup de ces gens qui viennent un peu attendre. Il y a beaucoup d'hôtels à l'intérieur de la Médina, il y en a encore. L'hôtel Candide, l'hôtel Les Amis, il y a beaucoup d'hôtels à l'intérieur de la Médina qui témoignent un peu de cette histoire dans d'autres villes, il n'y aura pas forcément des hôtels à l'intérieur de la Médina. Les étrangers viennent parce que c'est des commerçants, ils vont dormir dans des fonds d'or, ils vont passer le lendemain. Ils vont vendre leurs marchandises ou acheter et se barrer. Ici, on est dans un lieu, encore une fois, la ville immigration. La ville, on va se poser. On est soit dans une ascension sociale, soit on est dans une déchéance sociale, on s'est cassé la gueule parce qu'on a perdu au jeu, ou parce qu'on s'est fait braquer, ou parce qu'on a perdu son job, etc. Et donc, il faut qu'on se pose quelque part. On va se poser dans un bidonville, ou on va se poser dans un petit hôtel, les hôtels qui existent encore, qui sont maintenant à 40 dirhams la nuit, 50 dirhams la nuit, qui rendent service à toute une population. Et on est dans la tradition de cette ville qui accueille des gens. Avant, c'était des Italiens, des Espagnols et des Grecs. Maintenant, ça peut être des Maliens, des Sénégalais ou des Indonésiens. Mais la logique est exactement le même. C'est absolument pas un phénomène nouveau et c'est un phénomène qui est dans la gène de la ville. On est tous venus de quelque part, c'est juste la distance qui change. Dans cette période-là, une communauté importante, la communauté espagnole, on parle beaucoup espagnol dans la ville, pas forcément uniquement liée à la guerre civile, également liée à une espèce d'histoire de la ville où historiquement les villes côtières, il y a eu beaucoup de marins, beaucoup de constructions, il y a même eu pendant très longtemps des prisonniers de guerre, les arcs qu'on peut voir dans le parc La Ligue Arabe. On dit que c'est les arcs de l'ancienne prison portugaise. En fait, ça vient d'un bâtiment qui était devant la porte de la Marine, à peu près, entre la porte de la Marine et la gare Casaport actuelle, qui descend d'anciennes ruines d'une construction portugaise. On suppose que c'est une prison, ce n'est pas avéré. Et une des hypothèses viendrait du fait que c'est pas portugais, c'est juste que ça a été construit par des prisonniers portugais, qui étaient des prisonniers chrétiens de l'époque, on parle du XVe siècle. Ces Italiens, c'est intéressant parce qu'on est en train de parler d'une communauté qui est venue à Casablanca pour chercher du boulot. Contrairement à une partie de la communauté espagnole qui est venue parce que guerre civile, parce que la pauvreté, parce que beaucoup d'opposants politiques, des communistes, des syndicalistes, des républicains sont venus se réfugier au Maroc, notamment à Casablanca et notamment au Maïf, le quartier par excellence espagnol et portugais. Les Italiens des années 25-30 venaient à Casablanca pour le boulot. Un ouvrier de bâtiment va gagner 5 fois mieux sa vie à Casablanca qu'à Naples ou en Sicile et encore en Tunisie. Donc le parcours classique, c'est le moment où les Italiens immigrent également pour les États-Unis. Enfin, à ce moment, l'Italie est un pays d'émigration, quoi. Clairement, et le passage pour ceux qui sont venus au Maroc, c'est par la Tunisie, ensuite l'Algérie et le Maroc. On parle de cette architecture qui est au Maroc. Quand on regarde l'architecture de cette période-là, des années 20-30, Art déco, une belle architecture. On parle beaucoup des architectes français qui ont fait cette architecture-là, ce qui n'est pas faux, hein. Beaucoup de Français, mais qui étaient installés à Casablanca. C'était architectes français, mais casablancais, qui ont fait toute leur carrière ici. Les Marius Boyer, les Brion, Cadet, etc. Il y a beaucoup d'architectes de talent. Mais ceux qui ont construit sont les Italiens, les entrepreneurs italiens. Donc la ville a été beaucoup construite par des entrepreneurs et des maçons italiens, et maltais d'ailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est le rapport à l'État italien. On est en train de parler de la période fasciste.
On est en train de parler d'un État italien, contrairement à l'État espagnol, qui s'intéresse à sa communauté à l'étranger. Il y avait un ministre des Italiens à l'étranger. On s'occupait des consulats. Le consulat qui est sur Scuzzani a été construit en 1928 par un architecte italien qui s'appelle Aldo Manassi. Ce qui est intéressant, c'est que on a un État, on parle de 25-30, hein, l'Italie veut construire des consulats partout. Mussolini confie ça à l'architecte du ministère des Affaires étrangères, un certain Di Fausto, qui est architecte à Rome, mais qui n'aime pas voyager. Donc il fait les projets. Il les envoie et à chaque fois, il trouve un Italien du coin pour construire le projet. Et en l'occurrence, il a trouvé un architecte italien à Casablanca qu'il ne connaît pas. Hein. Il lui dit, voilà, s'il te plaît, tu me construis ça. Et il a construit un beau site. Hein. Aldo Manassi, qui est un architecte italien diplômé à Milan, mais qui a vécu ici, qui a beaucoup réalisé ici, beaucoup construit ici. Et le gars a construit donc, ce bâtiment qu'on connaît rue Scuzzani en respectant à peu près les plans reçus de Rome, parce qu'on ne rigolait pas trop à l'époque. Mais le gars ne pouvait pas voyager, il n'y avait pas les moyens de communication. Donc il s'est permis quelques libertés pour laisser sa petite touche à lui. Voilà, ça c'est plutôt moi, ça c'est plutôt, etc. On parlait de Roche-Noire tout à l'heure, il y a l'école italienne des Roches-Noires, qui est une école très connue, qui est maintenant une école de l'OFPT, de formation professionnelle, qui était le lycée technique. Donc la communauté italienne, l'école est un élément important dans le système parce qu'il fallait contrôler l'éducation de la masse comme tout régime totalitaire. Donc les Italiens étaient étudiés à l'école, qui a toujours d'ailleurs dans le consulat, et ensuite le collège-lycée, ils allaient à l'école des Roches-Noires. Ce bâtiment a été construit par Niconi et Pediconi, qui sont deux architectes de Rome, qui sont les architectes de Mussolini. C'est eux qui ont construit Eur, qui est cette capitale européenne voulue par Mussolini dans la banlieue de Rome, qui est dans un style très intéressant d'un point de vue plastique, très orthogonal, très symboliquement très intéressante, mais on voit un peu des traces d'une période particulière dans l'histoire politique, pas forcément très glorieuse, d'une période très intéressante dans l'histoire de l'architecture, mais avec des exemples encore debout. À Casablanca, à Depecheno, c'est une école qui existe. Peu de gens connaissent cette histoire-là. Donc c'est de l'architecture fasciste, on peut dire ça. C'est l'architecture fasciste, c'est un style qui est reconnu, qui est étudié en école. C'est-à-dire, au-delà de la connotation politique, c'est une architecture qui voulait un peu se donner une image de modernité, de futurisme. Il faut comparer avec ce qui se faisait au même moment. On est dans une espèce d'État qui veut un peu créer l'homme nouveau, un peu l'homme parfait, etc. On est un peu dans cette idéologie-là. Donc il y a un exemple de cette architecture fasciste donc à Roche-Noire dans cette école. Il y en a d'autres exemples? Partout dans le monde, oui. Il y a d'autres exemples à Casablanca, notamment. Elle a une histoire un peu différente, c'est l'église italienne, qui est sur Abdelmoumen, sur des rues d'Abdelmoumen, qui est un peu témoin de cette volonté d'avoir un style un peu plus épuré. Sur les lieux de culte, les lieux de culte sont intéressants parce qu'ils témoignent de la diversité culturelle. On a évidemment beaucoup de lieux de culte, musulmans, juifs et chrétiens. Rien que sur les lieux de culte chrétiens, on a une église italienne, une église orthodoxe russe, qui témoigne de la présence d'une grosse communauté russe blanc, opposée à la Révolution, qui se sont barrés de Russie après 1917, qui sont venus notamment à Casablanca. Donc il y avait une grosse communauté russe, et donc une église qui va avec la forme de la coupole, espèce de mini Elle existe plus, cette église. L'église existe encore. C'est rue Biscava, juste derrière les hôpitaux, l'hôpital d'Averroès. Le bâtiment existe. Il n'y a plus de culte, mais le bâtiment est encore là. D'ailleurs, il y a une histoire fameuse d'un des prêtres, qui a essayé de vendre la baraque, l'église, à un promoteur pour qu'il démolisse, fasse des immeubles. Et voilà, il y a eu plusieurs personnes qui sont mobilisées pour que le bâtiment ne soit pas démoli. Le bâtiment existe encore. Donc, quartier des hôpitaux, il y a une église orthodoxe. Il y a une petite église orthodoxe très sympa. L'église du Dormition. De la Dormition ou du Dormition. Il y a également l'église anglicane qui est intéressante. Cette petite chapelle à côté du Hayat actuel, en face du cinéma opéra. Petite église anglicane. En fait, l'histoire de cette église, il y avait un consul anglais à Casablanca dans cette fameuse période 19e siècle, dont le bébé meurt, l'enfant meurt. Il n'y a pas de cimetière chrétien à l'époque. Il achète un terrain, un petit terrain, 1000 et quelques mètres carrés, et il enterre son enfant. Et donc, c'est devenu le terrain où les anglo-saxons, les anglicans, enterraient leurs morts. En 1906, ils construisent une chapelle. Et cet espace-là est encore là. La chapelle existe encore. Il y a un prêtre d'ailleurs égyptien, Alaoui, qui y officie glorieusement. Il y a beaucoup d'anglicans, soit des expats, soit des immigrés, qui viennent. Et il y a le cimetière où on a des temps 1860, 1870, 1880, etc. Et dans le certificat de propriété du terrain, c'est consul d'Angleterre. Pas consulat, consul d'Angleterre. Donc le terrain continue à appartenir à chaque consul qui vient.
Il y a deux grandes églises, et plusieurs églises à Casablanca, bien entendu. L'église Ma'arif, qui est en train d'être interminablement transformée en espace culturel. Il y a l'église... Qui est devenue Zefzef. Qui est devenue Zefzef, mais qui est fermée pour travaux... Depuis très longtemps. La durée des travaux va dépasser la durée de culte chrétien dans cette église-là bientôt. Il y a l'église du Sacré-Cœur, qui est sur Rachidi, qui est le premier nom de cette église-là, c'est l'église du Christ-le-Roi, qui a été construite en 1930. Cette église-là, du fait de la séparation de l'église et de l'État, c'est pas l'État qui pouvait financer la construction, donc c'est les fidèles. Ils n'avaient pas les sous, et ensuite la guerre est venue après, etc. Donc l'église s'est construite en deux phases, en deux morceaux. Ils ont construit la moitié, ils ont commencé à l'utiliser comme église. Et ensuite, en 1950, ils ont fini le bâtiment. Et en 1956, ils se sont barrés. Et ensuite, l'autre église qui est Notre-Dame de Lourdes, qui est sur boulevard Zartouni, avenue Foch de l'époque, qui a été construite par un architecte qui s'appelle Achille d'Angleterre en 1943, si je ne dis pas de bêtises, qui est une belle église évidemment avec beaucoup de vitraux décorés, mais ce n'est pas des cathédrales, pas parce qu'ils sont trop petites, c'est une taille cathédrale, mais le terme cathédrale est un terme hiérarchique dans l'église, c'est là où il y a le siège de l'évêque. Et il n'y a qu'un seul évêque au Maroc, il est à Rabat, donc la cathédrale est à Rabat. Donc le bâtiment est un bâtiment d'une taille d'une cathédrale, mais il n'a pas le titre d'une cathédrale, parce qu'il n'y a pas administrativement dans la hiérarchie du clergé, d'accord. Sur la communauté juive est évidemment importante au Maroc et à Casablanca en particulier. Le Mellah de la Médina était un Mellah important, dont une grande partie a été détruite par l'ouverture de l'avenue des Phares, cette avenue qui sépare le Médina, derrière les planches, cette avenue qui sépare le Médina du Hayat, et par l'extension de Hayat. Et donc une partie a été démolie. Le cimetière historique existe encore. Il est dans le quartier Lusitania. Et toute l'extension de la communauté s'est beaucoup passée dans ce quartier-là, Lusitania, vers Cinéma Verdun, Boulevard Bordeaux, etc. Il y a beaucoup de synagogues. Sur tout Casablanca, on parle de 80 synagogues. Donc il y a énormément de synagogues dans la ville qui montrent un peu la quantité et la diversité. Les synagogues sont différentes, elles peuvent être modernes, comme la Bethel, qui est la grande synagogue de Casablanca, comme plus traditionnelle, comme la synagogue Murdoch, qui est une synagogue dans une petite rue, Lusitania. Dans la Médina, il y a la synagogue Tedri, qui est vers la Scala, vers le Jama' al-Hamra, ou vers l'église franciscaine, qui est une synagogue plutôt moderne. D'ailleurs, dont les murs ont été détruits par le bombardement allié. Le Casablanca, dans la Deuxième Guerre mondiale, était évidemment occupé par la France, gouvernement de Vichy. Les Alliés préparaient les débarquements en 1942, l'opération Torche, et donc ils bombardent la ville. Et parmi les dégâts de ces bombardements, on ne le sait pas assez, la ville a été bombardée par les Américains. J'allais dire pour la bonne cause, pour préparer le débarquement, ils ont débarqué en 1942, occupé la ville, et donc c'est le début de la libération de l'Afrique du Nord. C'est également le début de la libération d'un certain nombre de camps de prisonniers de prisonniers militaires qui étaient dans des camps de travail forcés un peu partout au Maroc. À Ouazzam, à Missou, à Bouafa, dans un certain nombre de lieux, il y avait des camps de travailleurs forcés qui étaient des prisonniers militaires. Donc le débarquement américain a permis la libération de ces camps-là. Ces camps ont été identifiés par quelqu'un d'extraordinaire, une dame qui s'appelle Hélène Benatta, qui est une avocate juive de Tanger, qui est la première avocate marocaine, qui a fait le tour de ces camps-là, en 1943, pour identifier les personnes, les recenser, etc. Et toutes ces personnes-là, beaucoup sont venues à Casablanca pour un peu après partir sur l'Europe, beaucoup sur les États-Unis. Et sur Casablanca, ils étaient logés dans beaucoup de lieux, notamment à Luna Park, qui est ce lieu qui existe encore à Ensva, à côté du cinéma Beaulieu, où il y avait un cinéma, il y avait une auberge, on va dire, qui a notamment accueilli énormément de réfugiés de cette période-là, qui attendaient de régler leurs papiers, de s'organiser, soit pour bosser sur Casa, soit pour après prendre le bateau et aller aux États-Unis. Donc dans beaucoup de récits de migrants, il y a une espèce de récit très attachant de cette période-là, 43, 44. C'est la guerre. On sait que la bataille est en train d'être perdue par l'Axe, mais malgré tout, c'est encore compliqué l'Europe. Et donc, une espèce de trace de vie qu'on retrouve dans des récits de gens assez extraordinaires. Merci, extraordinaire, ces récits extraordinaires également, ton podcast et ton érudition d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette première partie. On va faire une pause parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Je sens que tu as encore beaucoup de choses à nous dire. On va donc redonner rendez-vous à tous nos auditeurs pour une deuxième partie de ce podcast consacré à la ville de Casablanca la semaine prochaine sur Radio Ma'arif. Merci les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.